Bonjour. Les Anneaux de pouvoir ajoutent un nouveau détail à l'histoire, avec Tar Palantir qui pourrait expliquer un vieux mystère numénoréen, mais aussi laisser des questions concernant les Palantiri. Et c'est juste après ça. Dans l'épisode 4 des Anneaux de pouvoir, la série télévisée aborde un sujet délicat, bien qu'inévitable, la destruction de Núménor. La reine régente Myriel explique à Galadriel que lorsque le trône a été transmis de père en fille, le nouveau dirigeant a eu une vision provenant d'une pierre de vision Palantir. Cette prophétie racontait la chute de Núménor, mise en place par les Valar en guise de punition pour avoir abandonné les anciennes méthodes. Comme Myriel le décrit à Galadriel, la vision a convaincu Tar Palantir que Núménor devait faire un monde honorable. Il commença alors à prôner le respect des Valar et l'amitié avec les elfes, estimant que c'était le seul moyen d'éviter la destruction. Tar Palantir des Anneaux de pouvoir est fortement inspiré du personnage original écrit par Tolkien dans Akallabeth du Silmarillion. Prenant le trône après une longue lignée de prédécesseurs anti-Valar, Tar Palantir fait de son mieux pour revenir en arrière sur leurs erreurs, rétablissant l'engagement de son île envers Valinor et les elfes en ramenant la langue Quenya et en s'occupant de Nimloth, le symbole des racines divines de Núménor. Même s'il faisait de son mieux, les efforts de Tar Palantir s'avéraient vains. Dans les écrits originaux de Tolkien, Tar Palantir est décrit comme clairvoyant à la fois dans les yeux et dans l'esprit. En d'autres termes, il était suffisamment intelligent pour voir que le rejet continu des Valar par Núménor se terminerait par une tragédie. Tolkien n'a cependant pas précisé avec certitude si la prévoyance de Tar Palantir était attribuée à la sagesse ou à quelque chose de plus magique. Les Anneaux de pouvoir apportent un léger ajout à cette histoire, révélant comment le roi n'a commencé ses tentatives de se repentir qu'après avoir été témoin de la destruction de son île dans une vision Palantir. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement plus efficace, l'explication des Anneaux de pouvoir concernant la connaissance prophétique de Tar Palantir est certainement plus claire. Núménor a toujours possédé un certain nombre de Palantiri, donc même si Tolkien n'attribue pas la connaissance du roi à ses puissantes pierres de vision, il est toujours possible qu'il en ait utilisé une, comme dans les Anneaux de pouvoir. Cela ressemble à une assez grande coïncidence que le gars qui prédit l'avenir porte le nom des pierres mystiques du Seigneur des Anneaux. Vous ne trouvez pas? Heureusement, il existe une explication logique. Comme beaucoup de monarques du monde réel, les rois numénoréens adopteraient un nom différent lors de leur accession au trône. Le frère d'Elrond, Elros, par exemple, est devenu connu sous le nom de Tar Miniature, tandis qu'Aragorn est surnommé le roi Elessar après le retour du roi. Ces noms royaux sont souvent quelque peu descriptifs du dirigeant qui les prend. Miniature signifie « au premier souverain » dans la langue Quenya des elfes, désignant Elros comme le tout premier roi de Núménor. Et Elessar est un clin d'œil à la pierre elfique offerte à Aragorn par Arwen. Palantir est un mot Quenya pour clairvoyant, ce qui explique pourquoi les pierres mystiques et le roi numénoréen partagent le même nom. Les Palantiri devaient leur nom à leur puissante propriété. Tar Palantir doit son nom à son étrange capacité à prédire l'avenir de Núménor. La connexion est parfaitement logique dans les livres de Tolkien, mais semble plus étrange dans les Anneaux de pouvoir où la prophétie de Tar Palantir vient d'un véritable Palantir, le dernier du genre selon Myriel. Étant donné que le roi n'a eu sa vision fatidique qu'après avoir été couronné, il a dû choisir le surnom Tar Palantir au préalable. Peut-être qu'il vénérait la pierre comme un héritage familial, ou peut-être était-il déjà considéré comme clairvoyant et utilisait simplement la pierre pour vérifier qu'il avait raison. Comme sauter à la fin d'un livre, et on peut se demander si ce Palantir est le même que celui de Saruman. Les Palantiri sont fabriqués par les Noldor de Tirion, en Aman, avant le Premier Âge, par Fëanor lui-même pendant son séjour en Aman au temps des Années des Arbres. De nombreuses pierres sont réalisées, mais leur nombre est inconnu. Certaines de ces pierres sont offertes par les elfes aux fidèles numénoréens, à leur chef Amendil, père d'Elendil, et conservées en héritage jusqu'à la chute de Núménor à la fin du Deuxième Âge. Les Palantiri sont donc très rares à l'époque du Seigneur des Anneaux, avec seulement 4 encore actifs pendant le voyage de Frodon. Saruman en a une, Sauron en a une, Denethor en a une et les elfes en ont une. La trilogie de Peter Jackson se concentre en grande partie sur le Palantir de Saruman, à la tour d'Orthanc, qui est ensuite retrouvé et utilisé par Pipin, qui en vient bientôt à le regretter. Donc, étant donné le peu de Palantiri existants, la pierre de la reine régente Myriel est-elle la même que celle que Saruman utilisera plus tard dans le Seigneur des Anneaux? Bien qu'une certitude absolue soit impossible, il y a de fortes chances que le Palantir des Anneaux de pouvoir soit le même que celui du Seigneur des Anneaux. Les pierres ont été fabriquées à l'origine à Valinor, c'est pourquoi Galadriel a dit à Myriel qu'elle connaissait leur utilisation. Certains furent ensuite emmenés à Núménor, et Elendil réussit à en transporter 7 avec lui sur la Terre du Milieu pour échapper à la destruction de l'île. C'est la première fois que des Palantiri sont amenés sur les côtes de la Terre du Milieu. La pierre utilisée par Saruman serait donc originaire de Núménor. Elle pourrait donc facilement être la même que celle que Myriel montre à Galadriel dans l'épisode 4.
Dans un curieux changement du canon de Tolkien, Myriel affirme que c'est un peu celui de Saruman, bien que les anneaux du pouvoir puissent encore prouver que la reine régente a tort. Les alliés, 3 sont déjà perdus au début du Seigneur des Anneaux. La pierre surdimensionnée d'Osgiliath a été posée dans la capitale du Gondor, mais est tombée dans la rivière d'Andune lors d'une rébellion civile. Les pierres Amon-Sul et Amonimas ont été serties dans le royaume frère d'Arnor du Gondor et protégées lorsque le roi sorcier d'Angmar a attaqué, mais ont ensuite été perdues dans un naufrage lors de la migration vers le nord. Les 4 Palantiri restants de la Terre du Milieu ont chacun joué un rôle dans le Seigneur des Anneaux. La pierre d'Elos Tyrion était placée près de Lindon et utilisée par les elfes, mais ne pouvait regarder que vers l'ouest, en direction de Valinor, et y fut ramenée lorsque Frodon et les autres quittèrent la Terre du Milieu. La pierre Anor est restée à Minas Tirith du Gondor, et est toujours utilisée par l'intendant Denethor II à la fin du Troisième Âge. La pierre d'Ithil se trouvait dans la forteresse Minas d'Ithil d'Isildur, mais a été volée par Sauron après son invasion. Ce palantir est supposé perdu lorsque Sauron et sa tour sont décimés. Finalement, Elendil et ses fils hébergent un palantir à l'intérieur de la tour d'Orthanc, et lorsque Saruman prend cette forteresse comme QG, il hérite de la pierre voyante. La pierre d'Orthanc passe ensuite de Pippin à Gandalf avant de finalement atteindre Aragorn. À la fin du Seigneur des Anneaux, Aragorn détient donc 2 palantiri, et le reste est conservé en toute sécurité à Valinor. L'antagoniste Sauron utilise les palantiri à son propre avantage à plusieurs reprises, influençant les visions qu'il montre aux autres. Le Seigneur des Ténèbres est bien conscient que certains palantiri sont perdus et met ce peu de connaissances à profit, déformant les images produites par les pierres pour surveiller et affaiblir son opposition. À un moment donné, il est capable d'influencer Saruman, lui ordonnant de construire une armée digne du Mordor une fois qu'il aura complètement contrôlé l'être. À une autre occasion, ces visions altérées de Denethor font croire à ce dernier que tout est perdu, conduisant ainsi l'homme à se suicider. Dans les 2 tours, lorsque Pippin, après avoir goûté au pouvoir de la pierre, le vole à Gandalf endormi, son regard dedans déclenche une pléthore d'hypothèses erronées de demi-évaluation de Sauron, regardant à travers sa propre vision. Sachant que l'unique est entre les mains d'un hobbit, Sauron suppose que le hobbit en question n'est autre que Pippin lui-même, et qu'il a été capturé par Saruman. L'anneau est donc du même côté de Sauron, qui travaille à ses côtés. Par conséquent, le cas d'Aragorn examinant le palantir de Saruman fait croire à Sauron que le Ranger a été vaincu, avec l'anneau et le palantir volé, alors que cela n'aurait pas pu être plus éloigné de la vérité puisque l'anneau est détenu par Frodon. Le courageux Aragorn défie Sauron dans une bataille de volonté, le réveillant en lui présentant l'épée d'Elendil, l'épée qui a vaincu pour la première fois la forme physique de Sauron. Naturellement, pas du genre à subir une telle humiliation une seconde fois, Sauron s'en prend à Aragorn, récupérant ses forces du Mordor et permettant à Frodon un accès facile, tout en tournant sans le savoir le dos à une guerre dans laquelle il aurait facilement pu sortir victorieux. Puis, sa deuxième défaite est relativement plus humiliante. Au fil du temps, les palantiri se sont révélés être un outil très utile, quoique plutôt conséquent dans leur tromperie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le fait qu'étant l'une des parties vitales, presque au point d'être sacrées, de l'histoire de Tolkien, ils sont dans les anneaux de pouvoir, ce qui ne manquera pas de faire tourner l'esprit de tous les fans sur ce que sera leur prochain rôle dans la série. Bon, c'était peut-être pas le meilleur choix de vidéo, je veux dire de mettre les deux ensemble, mais pourquoi pas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.